La vieillesse est un naufrage. L'année dernière, on vous a fait une série de vidéos à l'époque d'Halloween sur toute une série de films d'horreur et de séries d'horreur. On vous met la playlist ici. Cette année, on a décidé d'ajouter une pierre à l'édifice en vous faisant une liste de films sur le sujet de films d'horreur, sur le sujet des boomers. On va commencer par Abuela, donc un film espagnol. Si, señor. C'est un film de Paco Plaza de 2021. C'est l'histoire d'une jeune mannequin qui travaille sur Paris et qui est dans l'obligation de rentrer sur Madrid parce que sa grand-mère, qui est quasiment la seule famille qui lui reste, vient de faire une sorte d'AVC en fait qui la laisse quasi paralysée, et donc elle vient la rejoindre chez elle pour s'occuper d'elle, et des choses assez étranges commencent à se passer. Elle se rapproche d'un anniversaire qu'elles ont en commun et elle a des souvenirs qui reviennent, et voilà, et le comportement de sa grand-mère devient assez étrange, et voilà, et vous verrez donc par la suite ce qui se passe. Ce que j'ai noté de ce film, déjà c'est son ambiance que j'ai trouvé vraiment très très oppressante, et surtout la prestation de Vera Valdez qui joue la vieille dame et qui est pas du tout mise en valeur. Enfin, surtout son jeu, je trouve, qui est plutôt mise en valeur, parce que il y a des scènes qui, quand on n'est pas habitué à voir des vieilles dames toutes nues, peut choquer un peu. Et d'ailleurs, je vais refaire le lien tout de suite parce qu'on en avait parlé. Un des éléments qui nous a fait un peu penser à Substance, le film Substance de Coralie Forja, parce que on a, comme tu me le faisais remarquer, on a beaucoup parlé du fait que Demi Moore se montrait nu dans le film et que c'était courageux de sa part et tout ça, alors que bon, ce qui en ressort, c'est que pour son âge, Demi Moore est plutôt très jolie, hein. Alors que là, la vision de la femme nue est quand même beaucoup plus violente et beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure en fait. Et c'est vrai que l'actrice joue le jeu, et que c'est une des thématiques qu'on retrouvera d'ailleurs dans certains films, c'est ce côté physique dans la vieillesse, qui du coup est un élément qui entre guillemets fait peur, ce qui a fait peur les gens qui ne veulent pas vieillir. Et juste pour redire un point sur Substance, c'est vrai que j'ai eu un peu l'impression que la réalisatrice de Substance avait vu Abuela avant, parce qu'il y a des petits éléments qui m'ont fait penser à ça. C'est un peu un body horror, alors beaucoup moins violent que dans Substance, mais on s'arrête beaucoup sur le physique, sur des cicatrices, sur des choses comme ça, un peu pour effrayer. Et il y a quelques plans où l'actrice principale, donc qui est le personnage principal qui est mannequin, se retrouve face à des images d'elle en tant que mannequin, face à des affiches et tout, et c'est vrai que ça m'a un peu fait penser à Substance. Voilà, donc il y a des petits éléments qui font penser à Substance, et entre autres, en effet, le travail sur le corps, mais qui est beaucoup plus poussé sur Abuela. Il y a une autre thématique qui apparaît dans Abuela et qu'on verra dans d'autres films, c'est la sexualité chez les personnes âgées, qui est aussi utilisée dans certains films comme un élément un peu effrayant, dans le sens où on n'est pas habitué, on a du mal avec ça, on a du mal à assumer le fait qu'il puisse y avoir une sexualité. On l'aborde un petit peu dans Abuela, c'est un petit peu abordé sur des petits éléments, vous verrez. Donc ça, c'est une thématique qu'on retrouve sur ce type de film. Quelque chose que j'ai noté, mais je vais le lire, il y a une phrase qui est dite au départ quand le personnage principal travaille comme mannequin, et il y a une des personnes qui travaille avec elle qui lui dit « Rien de plus passionnant que la lumière sur le point de s'éteindre ». Et en fait, c'est un peu, je pense, une des thématiques du film, de la vieillesse, qui est le passage, je ne vous apprends rien, juste avant la mort, et ce qui est aussi effrayant, mais aussi intéressant à voir et à capter. Est-ce que t'es gérascophobe ? J'ai très peur de la vieillesse. Du coup, j'ai du mal à voir les gens vieillir parce que ça me renvoie sur moi-même, en fait. Voilà. Donc j'ai rien contre les vieux. Le seul problème que j'ai contre eux, c'est qu'ils me renvoient ce que je vais devenir. Et c'est ça qui me fraye un peu, en fait. Alors pour les gens qui nous regardent, gérascophobe, c'est pas la peur de Gérard Depardieu. N'apparaît que quand t'es une femme, bien sûr, mais c'est la peur de vieillir. Tu es gérascophobe et moi je suis gérontophobe, c'est-à-dire que je les aime pas. Tu détestes les vieux. Ouais, les boomers surtout. C'est un peu la mode, ça, détester les boomers. C'est pour ça, en fait, l'idée de cette thématique, c'est Vianney. Oui, tout à fait. Est-ce que t'as déjà fait les courses un samedi matin et quand tu rentres dans le magasin, tu vois que t'as que des boomers alors qu'ils ont toute la semaine pour aller faire les courses? Alors je les déteste dans ces cas-là, mais si tu te mets un peu à leur place, c'est quand même triste quand dans ta vie tu vois pas grand monde, en plus aller faire des courses quand il y a personne. C'est un peu pour ça, je pense, qu'ils vont quand il y a du monde, c'est pour voir du monde. Mais c'est vrai qu'ils font chier tout le monde. On sera pas d'accord. Le pire, c'est surtout quand ils comptent leur monnaie. Oui. C'est très énervant. Parce qu'ils payent en pièces en pièces orange.
Non, voilà. Donc sinon, ouais, pour revenir sur Abuela, le film est plutôt pas mal. Alors c'est un rythme assez lent, comme souvent on verra ça aussi sur les films sur cette thématique. Probablement déjà parce qu'on est sur les personnes âgées, donc on va pas être sur un truc hyper clippé et tout. Hein. Ouais. On est un peu sur le rythme des gens dont c'est la thématique. Donc voilà, faut pas s'attendre à un film d'horreur qui part dans tous les sens. Et il travaille sur l'inquiétude qu'on a parce que je pense qu'il y a un peu une frontière qui s'est créée entre nous et les personnes âgées. Et au bout du compte, quand on s'intéresse à eux, on sent cette frontière. Donc il y a quelque chose d'étrange et quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. Voilà. Et il joue beaucoup là-dessus sur le film. Parce que la fille, bien qu'elle ait toujours ses souvenirs avec sa grand-mère, elle a des souvenirs quand sa grand-mère était en forme, sa grand-mère était plus jeune et tout ça. Mais là, maintenant que sa grand-mère est malade, est diminuée et vieille, elle est beaucoup moins à l'aise. Et voilà, on joue beaucoup sur des choses où elle lui donne à manger, où sa grand-mère manque de s'étouffer, des choses qui inquiètent en fait par rapport à une personne âgée. Comme on pourrait presque le faire avec des enfants d'ailleurs. C'est vrai. Il y a un lien d'ailleurs qui se fait, hein. Les personnes âgées redeviennent presque des enfants, ils ont des problèmes qu'ils avaient quand ils étaient bébés. Et donc voilà. À noter que le film est un huis clos, on va dire, donc ça se passe presque intégralement dans l'appartement de cette vieille dame. Et moi franchement j'ai eu du mal à le regarder. Hein. En termes d'ambiance et tout ça, j'ai trouvé super pesant. Je trouve que le film est réussi pour ça. Et effectivement, il n'y a pas de déluge d'effets spéciaux, il n'y a pas non plus de gore et de choses comme ça, mais malgré tout, on est vraiment dans une ambiance qui est très très oppressante. C'est vrai que c'est surtout l'ambiance qui est intéressante. Je propose qu'on passe au film suivant. Oui. Le film suivant est L'étrange cas de Deborah Logan, sorti en 2014 et réalisé par Adam Robitel. Le pitch: des étudiants filment le quotidien d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer dans le cadre d'une thèse qu'ils font. Et au fur et à mesure du film, ils vont se rendre compte que la maladie d'Alzheimer n'est pas la seule chose inquiétante chez cette dame. Déjà, c'est un film qui est filmé en phone footage, donc c'est un style que moi je déteste pas mal. Donc on est sur de type Paranormal Activity, Blair Witch, tout ça. C'est un truc qui est... Tout le monde fait la même chose, on a à peu près les mêmes mécanismes à chaque fois, des caméras qui bougent dans tous les sens, caméras qui tombent pour qu'on voit plus ce qui se passe, et puis d'un seul coup ça revient, des gens qu'on voit de loin, de dos. Alors je pense que vous voyez à peu près 12 fois dans le film la vieille dame de dos au loin, c'est très très chiant. Donc voilà, globalement moi j'ai pas aimé ça, en tout cas j'aime pas le phone footage. Ensuite, au niveau de l'histoire, la base était plutôt intéressante en fait, parce que ce qui est effrayant, c'est au premier abord déjà c'est la perte de mémoire, et ensuite pour ceux qui connaissent un peu Alzheimer, souvent au bout d'un moment les personnes peuvent être aussi violentes et tout, donc c'est aussi un élément qui peut être un peu effrayant dans le film. Et le fait aussi de perdre la personne qui est proche de nous, depuis la retrouver en fait, qu'elle change totalement. Donc ça, la thématique était bonne. Après, le traitement pour moi est pas fabuleux du tout. Le personnage de Deborah est plutôt pas mal. Il est quand même assez un peu effrayant. Hein, on va pas. Ouais, voilà, il y a des petites scènes qui sont plutôt pas mal, mais c'est hyper répétitif. C'est toujours le même type de moments flippants qui sont au bout du compte plus flippants au bout d'un moment, je trouve. Donc voilà, celui-ci, j'aurais moins de choses à dire. Disons c'est un film qu'on pourrait conseiller aux personnes qui n'ont pas vu beaucoup de phone footage et de films d'horreur en général. Il reste que c'est une bonne entrée en matière. Non, peut-être pas, parce qu'on pourrait peut-être conseiller des films plus intéressants. D'ailleurs, on a notre liste de 100 films d'horreur qu'on a déconstruit, auquel vous pouvez accéder via ce lien-là. Ne vous attendez pas à quelque chose avec des monstres, avec des choses comme ça pendant tout le film, parce qu'effectivement, on est sur des longueurs, on est sur des étudiants qui filment, donc on va dire que ça c'est pas très réussi, mais effectivement moi le personnage, l'actrice qui joue Deborah Logan, j'ai trouvé très bien. Il y a quelques petits trucs que j'ai trouvé sympa dans le film. Ouais, donc en fait oui, le truc que je disais sur le phone footage par contre, c'est que en fait on a les mêmes clics habituels, regard caméra, tremblement de la caméra, voilà. Donc en effet, si vous en avez jamais vu, vous pouvez toujours regarder celui-ci. Ce sera un premier pas, mais bon voilà, si vous en avez déjà vu, vous allez revoir la même chose. Et après, en plus, il y a des scènes qui sont, je trouve, assez absurdes. Une scène où elle s'attaque à un vigile à un moment, là, c'est ridicule, c'est absurde en fait. C'est mal fait en fait. Il y a une scène où elles se mettent à un moment à creuser, faut leur apprendre à utiliser des pelles.
c'est une catastrophe. En plus, voilà, ils me poussent même pas jusqu'au bout, donc c'est très mal foutu. Je trouve ça extrêmement mal foutu. Et du coup, la thématique est pas si bien développée que ça, hein, et on passe vite sur par rapport à Abuela, où on reste quand même sur une thématique qui est proche du réel. Là, sur Deborah Kerr, on passe vite au côté horreur, je trouve. Et du coup, le côté Alzheimer et tout, on l'oublie assez vite. Ils ont pas trop développé ça, donc c'est pas super intéressant. Non, c'est pas très développé, effectivement. Après, t'as fait tellement d'éloges, Greg, que... Ah, il m'a saoulé le film. Donc, je propose qu'on passe au film suivant. Donc, Relique, un film de Natalie Erika James de 2020, je crois. L'histoire, en fait, c'est une femme âgée qui vit seule et qui disparaît. Et du coup, sa fille et sa petite fille viennent chez elle pour savoir ce qui s'est passé, essayer de comprendre où elle est, essayer de la retrouver. Et au bout d'un moment, en fait, ce n'est pas un spoil, elle revient. Et il l'interroge pour savoir où elle était, elle refuse de le dire, et son comportement devient très étrange et très inquiétant. On est dans un film qui est très proche dans l'idée de Deborah Logan, sauf que là effectivement c'est pas un found footage, et donc on est sur quelque chose de plus classique. Et d'ailleurs, Greg, t'as noté quelque chose au début du film qui t'a un peu qui m'a saoulé, turlupiné, que pour toute la première moitié du film m'a gavé. Et en fait déjà, alors tu vas me dire peut-être que c'est moi qui ai rêvé, hein, mais elles viennent chez la grand-mère parce qu'elle a disparu. On dirait qu'elles ont perdu un porte-monnaie, quoi. Personne n'a l'air très inquiet du fait qu'elle soit pas là. Elle est pas là, elle s'installe chez elle, elles vont voir la police, elle faut je sais pas où elle est. Elle devrait être en train de courir dans les bois comme des malades à chercher et à gueuler son nom. Tout le monde a l'air assez tranquille, ce qui fait qu'on a un début de film que je trouve totalement idiot et totalement nul, où il se passe rien, et voilà, il joue même pas la scène en fait. Donc voilà. Donc déjà toute la première moitié est assez naze. Après, quand la grand-mère revient, déjà c'est un peu plus intéressant, on rentre un peu plus dans le truc, il se passe un peu plus de choses. Après, on est toujours sur des choses très classiques. On revient sur des thématiques un peu comme le film d'avant, avec le problème d'Alzheimer, où on a l'impression que qu'elle est un peu perdue, qu'elle a des pertes de mémoire, qu'elle sait pas trop où elle était, ce qu'elle a fait. Donc il y a ce côté inquiétant en fait, qui a une partie qui soit effacée, et c'est quelque chose qui du coup nous amène à une fin de film qui est du coup plus intéressant et un peu plus sympa et un peu mieux foutu. Est-ce qu'on peut spoiler ou pas? On peut donner l'état d'esprit du truc un peu, on va dire, sans donner trop d'informations. Comment on peut faire ça? On va dire qu'ils utilisent le décor pour faire un lien avec l'état d'esprit de la dame. Donc déjà, il y a une idée qui est assez intéressante là-dessus. Ça, c'est un point qui est plutôt intéressant et qui est déjà mieux que Deborah Kerr, qui est vraiment hyper classique, où il se passe rien de spécial. Là, en fait, au moins, il y a ça, qui est un peu plus intéressant. Et le film travaille un peu aussi sur les liens familiaux. Alors, ce qui est assez drôle, puisqu'en fait, le début du film, t'as l'impression qu'il n'y a aucun lien, tellement il n'y a aucune réaction. Et il se rattrape sur la fin, où on rentre un peu plus sur la thématique des liens familiaux, des passages de génération et tout ça, qui est un peu plus intéressant. C'est vrai que la deuxième partie du film, plutôt la fin du film, et je l'ai trouvé sympa sur justement sur le jeu dans la maison. C'est-à-dire la maison n'est pas qu'un lieu où se passe l'action. C'est la maison est vraiment fait intégrant partie de l'intrigue. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En fait, on va pas se mentir, quand j'ai vu le film, je me suis dit, la scénariste ou le scénariste, je sais pas si c'est un gars ou une fille, a eu une bonne idée pour une fin de film, pour une deuxième moitié de film, et ils ont brodé pour faire un début de film, quoi. Je pense que c'est ça, ils ont brodé pour faire un début de film, donc aucun intérêt, rien n'est travaillé au début et tout. Et après, voilà, on commence à redémarrer, et après on a une fin de film qui est un peu plus travaillée, où il y a un peu plus de symbolisme et tout, qui est intéressant. À noter qu'il a eu plutôt des bonnes notes, 92% sur Rotten Tomatoes, donc je pense que c'est probablement... Ça veut pas dire grand-chose. Mais par contre, il y a une technique qui est en général bonne pour un film. Il vaut mieux rater son début que sa fin. Parce que les gens finissent sur un film en ayant une bonne idée du film. Effectivement. Si tu fais le contraire, t'es mort. Si tu fais un excellent film au début et que la fin est pas bonne, tu te tires une balle dans le pied. Donc là, vu que la fin est plutôt pas mal, je pense que ça a joué sur la note aussi. L'exception, c'est les films de Zach Greger, là, celui qui a fait Barbare et Évanoui. Oui, c'est vrai. Selon moi, toutes les premières parties de ces films sont bonnes et les deuxièmes parties, pour moi, sont à chier, mais tout le monde a l'air de dire que c'est très bien, donc... Ouais, c'est pas faux. Mais les gens ont l'air de bien aimer Ouais, ils ont l'air de pas trop être dérangés par les fins. J'ai pas vu Barbare, mais j'ai vu Évanoui, du coup. C'est pas fou. Mais globalement, le film est pas fou. Hein. Bah bon, on va parler de ça. La première partie est pas mal, quand même. Moi, j'ai bien aimé la première partie qui se pose bien. Et Barbare, ce sera la même chose pour toi, hein, je pense. Ok. Pour finir sur Relique, moi, c'est un film que j'ai trouvé sympathique, un film australien. C'est pas le meilleur film australien, et c'est pas non plus, selon moi, le meilleur film parmi ceux dont on vous parle aujourd'hui. Non.
Non, il est peut-être un peu au milieu du classement, je sais pas trop, j'ai pas trop réfléchi, mais... Et sur les thématiques, oui, bah voilà, on est assez proche des films dont vous avez parlé juste avant, surtout sur la perte de mémoire et pareil, le fossé qui peut se créer entre les générations aussi. Voilà. Et puis ils aiment bien montrer, comme le film précédent, je crois, hein, il y a le même type de scène où la vieille va dans les bois et mange des cailloux, je sais pas quoi. Là. I'm too old for this shit. Ouais, bah, mais c'est... En fait, ça revient un peu au truc qu'on disait sur Alzheimer. Le fait qu'à partir du moment où les gens sont malades ou commencent à perdre la tête et qu'ils font des choses incohérentes, du coup, c'est aussi ce qui inquiète les gens. Ça fait partie de la peur. Ouais. Comme le fait de parler avec toute seule ou avec quelqu'un qu'on ne voit pas aussi. Voilà, c'est le cerveau qui vrille et du coup ça inquiète les gens en général, donc ça peut faire des scènes qui font peur. Ok, bah je saurais. Si un jour on fait un film, faut mettre une vieille en robe de nuit dans les bois en train de creuser. Bah tu fais ça et à côté tu mets une petite fille avec des cheveux longs sur le visage. Les deux côte à côte, je pense que ça cartonne. C'est vrai. Avec une petite comptine. Et avec une petite comptine. C'est ça. Ouais, ok. C'est pas con. Je propose qu'on passe au film suivant et là on va faire un grand écart facial suivi d'un salto arrière. Exactement. On va partir sur un ovni, mais qui va nous faire changer un peu de style. Ça fait une petite pause. C'est la pause ovni. La pause s'impose. Donc le film suivant, c'est Bouba Hotep, qui est réalisé par Don Coscarelli, avec notre chouchou agrégé à moi, Bruce Campbell. L'acteur culte de Sam Raimi. L'acteur culte de Sam Raimi, connu pour sa série de trilogie Evil Dead et la série qui a suivi H versus Evil Dead, que tu n'as pas encore regardé, non, Greg. Je n'ai pas encore vu, j'avoue. Donc il faut que tu te mettes à jour. Ouais. L'intrigue du film se trouve dans une maison de retraite où on retrouve nos deux protagonistes principaux qui pensent être, pour l'un, donc Bruce Campbell, Elvis Presley, et pour son ami JFK. Ils vont se retrouver confrontés à des phénomènes inquiétants et ils vont devoir lutter contre une entité malfaisante. Alors, du coup, c'est un ovni parce qu'en fait, on est presque plus sur une comédie que sur un film d'horreur. Mais voilà, il y a l'aspect de la momie, tout ça, donc qui nous fait, qui apparente ça un film d'horreur. Pour la blague, quand même expliquer. Donc Bruce Campbell, qui est censé être Elvis, en tout cas, c'est ce que le personnage dit, être a un autre nom, mais explique qu'il est Elvis qui a pris la place d'un sosie d'Elvis pour se cacher. Voilà, et le John Fitzgerald Kennedy est un personnage noir qui explique qu'après qu'on ait essayé de le tuer, on lui a changé la couleur de peau pour pouvoir le cacher et le protéger. Donc voilà, donc déjà les personnages à la base sont assez marrants et assez loufoques. Ensuite, au niveau de la thématique, donc en effet on est sur une maison de retraite, on aborde des thèmes qu'on abordera sur certains films, comme la sexualité chez les personnes âgées, sauf que dans les films d'horreur un peu plus sérieux, on aborde ça comme un élément un peu effrayant pour les gens qui ne sont pas vieux, et voilà, quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on a du mal à accepter. Et là, pour le coup, ils sont plutôt rentre dedans. Là, dans le film, ça fait partie de l'humour du truc, il est assez trash, en tout cas le personnage de Bruce Campbell a une sexualité, il a des envies, il les exprime, parce qu'on a souvent une voix off, en fait, de Bruce Campbell, donc on entend beaucoup ce qu'il pense et tout. Et donc là, dans ce film-là, on joue sur la sexualité de la personne âgée, sur le fait que justement les gens se disent il est vieux, il est gentil, il est mignon, et que lui, des fois dans sa tête, il a d'autres idées qu'être juste mignon. C'est vrai que les dialogues sont croustifondants et je trouve que la voix off apporte vraiment un plus, quoi. Dans ce que pense le personnage de Bruce Campbell qui est dans une maison de retraite et donc qui se trouve, comme beaucoup de personnes âgées dans les maisons de retraite, un peu isolés ou se sentent un peu renfermés. Donc d'entendre tout ce qu'il pense, c'est vrai que ça rajoute au côté comique en fait du personnage. Et c'est tellement comique que effectivement l'intrigue qu'il y a derrière avec la momie, donc parce qu'il se trouve confronté à une momie qui vient pour aspirer en fait leur dernière substance de vie, devient limite secondaire. Parce que c'est vraiment, moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans le truc, c'est voir justement leurs aventures sur l'histoire et surtout les dialogues que j'ai trouvé excellents. Et en fait, tout est un peu absurde et c'est ça qui est drôle, en fait. Comme le fait que la momie vienne absorber la vie de personnes qui vont mourir, en fait. Donc déjà, c'est absurde. Logiquement, elle devrait attaquer des jeunes et elle veut s'en prendre à des vieux. Et eux sont prêts à se battre pour garder leur dernière substance de vie. Et du coup, ce qui est drôle, c'est dans les dialogues, dans les situations, et grâce à cette voix off, comme tu disais, c'est que dans la plupart des films d'horreur avec des personnes âgées, on fait
fait des personnages très fermés, où on a un peu peur de ce qu'ils ont en tête, où on ne comprend pas ce qu'ils pensent. Et là, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on est sur un rythme un peu lent, parce qu'ils sont vieux et tout, et on entend ce qu'ils pensent, et que, voilà, on s'attendrait pas obligatoirement à ça. Et du coup, ça prend un peu un contre-pied, les trucs, justement, qu'on a pu voir sur les personnes âgées, je trouve, où là, c'est les personnages principaux, déjà, et ça les met vraiment, ça montre que même s'ils sont vieux, même s'ils sont en maison de retraite, leur façon de penser est toujours à peu près la même s'ils ont un peu perdu la tête, même s'ils sont un peu à côté de leur pont des fois, ils sont quand même toujours proches des gens qui ne sont pas vieux, et je trouve que ça les remet pas mal en avant, et c'est plutôt pas mal, ça sauve un peu le côté effrayant de la personne âgée qu'on peut avoir dans les autres films d'horreur. Tout à fait. Et donc on est sur une partie comique qui vole pas très haut, faut l'avouer, d'autant plus que le petit truc en plus, c'est que le personnage de Bruce Campbell a un problème d'ordre médical qui se trouve situé dans un endroit qui est important pour lui malgré son âge. Voilà. Il a une grosseur sur le pénis. Voilà, en gros. Et ça revient souvent pendant le film. Ça revient souvent pendant le film, mais c'est très drôle. Et effectivement, les personnages sont attachants. C'est pas d'eux qu'on a peur, contrairement l'ensemble des films dont on parle aujourd'hui. C'est ça qui fait un petit plus, et c'est ça qu'on a fait, je pense, un film culte. Ça peut être un grand succès, mais ça a été culte pour certains, ça reste culte. Ça a été culte, et surtout, c'est Bruce Campbell, je pense, qui porte vraiment le film sur lui, même si son camarade est très très bon, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on est très sur Bruce Campbell, avec sa voix off, avec tout, on est très sur Bruce Campbell. Et ce qui est drôle, et ça c'est marrant, c'est que c'est assumé jusqu'au bout, c'est comme on est dans une maison de retraite avec des vieux, le film est plutôt sur un rythme lent, et même quand il y a des scènes qui pourraient être des scènes d'action, on est sur un rythme lent. Donc en fait, ça se joue un peu de ça aussi, du fait on vous parle de vieux, donc on va être en mode tranquille vieux, quoi. Et donc ça peut gêner certaines personnes après, hein, mais c'est plutôt drôle, parce que ça assume le truc jusqu'au bout, quoi. À noter que alors j'ai regardé des passages, j'ai vu des passages du film en VO et des passages en VF, et j'aime les deux. Je trouve que la VO, je pense que les doubleurs se sont bien marrés, et du coup ça se ressent sur le film, quoi. Donc voilà. J'ai vu que la VO, mais en effet, je pense que vu le type de film, vu que je pense qu'ils savaient que ça allait pas être en plus un carton de ouf, c'est un peu un truc niche, quoi. Ils se sont fait un peu plaisir sur la VF. Donc voilà, c'est un film, moi perso, que je conseille aux personnes qui déjà qui connaissent un peu Bruce Campbell et qui veulent voir ce qu'il a fait en dehors de ce pourquoi il est connu. Et dans les comédies horrifiques, parce que même si c'est pas un film d'horreur, je trouve que c'est bien placé, qu'on passe un très bon moment. Ouais, faut juste avoir l'esprit un peu ouvert parce qu'on est sur un rythme différent de pas mal de trucs. Mais si vous êtes vraiment curieux, c'est sympa à voir, c'est un truc qui est un peu différent, donc c'est cool. Et c'est marrant. Du coup, on va passer au suivant. Oui. Le suivant, ce sera The Home. The Home est un film réalisé par le réalisateur James de Monaco. L'histoire, c'est un homme en fait qui fait des petites bêtises dans sa vie, et un jour, pour éviter d'aller en prison, un proche lui propose d'aller travailler dans une résidence pour personnes âgées. Donc il accepte, et arrivé dans cette résidence, il se rend compte que les gens qui vivent dans la résidence et les aides-soignants se comportent de façon assez étrange, que des choses sont certainement cachées dans cette résidence-là. Et il commence un peu à enquêter, et on lui interdit entre autres d'aller au 4e étage, ce qui confirme ses doutes, et donc il continuera à enquêter sur ce qui se passe dans cette maison et découvrira certaines choses que vous verrez en regardant le film. Alors il s'agit du film le plus récent de la liste, et c'est en voyant la bande-annonce de ce film-là que m'est venue l'idée de faire une liste de films avec nos amis les boomers. Alors ce film-là, je trouve, prend un peu de revers en fait tous les autres films, parce qu'effectivement on est sur un environnement dans lequel se trouve le héros principal, où il y a des personnes âgées, où elles peuvent paraître inquiétantes, et c'est au fur et à mesure du film que le personnage principal enquête, et notamment sur le 4e étage qui lui est interdit en fait par le personnel de l'hôpital, qu'on part dans quelque chose de différent par rapport aux autres films dont on a parlé, et moi c'est ce qui m'a plutôt plu, en dehors du fait qu'effectivement il est plutôt pas mal réalisé, et il se tient bien sur l'ensemble. Parce que t'en as pensé, Greg? Si, j'ai plutôt trouvé qu'il était pas mal. Ce qui est sympa, c'est que par rapport aux autres, déjà, les personnes âgées sont pas les personnes grabataires, en fait. On est quand même, on est dans une résidence de personnes âgées, mais voilà, elles sont encore actives, elles sont encore là. D'ailleurs, ça permet de réaborder encore un des sujets dont on a parlé avant, c'est la sexualité chez les personnes âgées, qui là encore est utilisé comme quelque chose d'un peu étrange, un peu choquant. Ensuite, comme il y a pas mal de personnages, on est sur un truc moins intimiste qu'on pouvait avoir dans Abuela et tout. Il y a plus de persos, c'est du coup un peu moins lent
lent que ce qu'on a vu avant. Et on suit le personnage principal qui est plutôt jeune, et on est un peu dans une enquête, on est un peu dans un truc aussi, un truc à tiroir un peu, où on essaie de comprendre un peu ce qui se passe et tout. Donc voilà, on est sur quelque chose où il y a un peu plus, entre guillemets, d'action. Au niveau du rythme, d'ailleurs, ça s'accélère dans le film. On a une fin qui est beaucoup plus explosive, beaucoup plus folle, on va dire. Et qui nous a un peu fait penser, alors pas que la fin, mais même si c'est pareil sur la fin, c'est explose aussi, mais il y a une ambiance aussi avec les personnes âgées, les relations, les liens, les choses qui se passent. Ça nous a un peu fait penser à tous les deux au film Society de Brian Yuzna. Il y a un côté un peu glauque de groupe de personnes en fait. Et dans Society aussi, ça a explosé à la fin du film. Et là, ça explose pas de la même manière, mais voilà, on part sur quelque chose qui est beaucoup plus. C'est même violent quoi. C'est gore, violent. Oui, voilà. C'est plus presque second degré d'ailleurs. Oui. On est presque plus second degré, donc il y a un changement de rythme complet, et c'est plutôt sympa du coup. Ça bouge un peu plus, et plutôt fun en fait. La fin du film, effectivement, il y a une accélération, et cette fin du film, je l'ai trouvée particulièrement jouissive, mais ça c'est peut-être du fait de ma gérontophobie. Et je l'ai trouvé plutôt bien, et effectivement le lien avec Society, on l'a vu chacun de notre côté, ce film, et tous les deux on a fait le lien avec le film Society de Brian Yuzna, qu'on vous invite également à regarder, parce que c'est un film culte des années 80-90. Ouais, que la réalisatrice de The Substance a dû voir aussi. Oui, voilà. J'en dirai pas plus, mais je pense qu'elle l'a vu aussi. La pauvre Coralie... Mais Coralie a vu beaucoup de films. Quand tu regardes The Substance, tu vois qu'elle a vu beaucoup de films. Elle a regardé pas mal de Shining, elle a regardé Society. Je me demande si elle a pas regardé Abuela. Elle a vu pas mal de films avant de se faire ce dossier. Sinon, je pense que, alors, il y a une phrase qui est dite dans le film, et je pense que ça correspond peut-être un peu à ce qu'a voulu faire le réalisateur. Dans le film, à un moment, il y a un des personnages qui dit, en gros, parce que je me souviens pas, il dit l'ennemi de la vieillesse, ce n'est pas la mort, mais c'est l'ennui. Et je pense qu'il a voulu, dans son film, aller contre ça aussi. C'est-à-dire que ça bouge toujours un peu, et à la fin, ça explose. Donc voilà, il va contre l'ennui. On est sur un rythme un peu plus lent, et après, ça monte en puissance. Petite info sur James de Monaco. Il a réalisé plusieurs films qui font pas partie de tes films préférés, Greg. Il a réalisé American Nightmare, The Purge, enfin La Purge. Je sais pas si tu vois le genre de film. Ouais. Il a fait que les purges en fait. Ouais, que des purges, voilà. Alors The Purge, je vais donner mon avis. J'ai dû en voir peut-être 2 ou 3. C'est vrai ? Ouais. Excellente idée, très mal foutue. Voilà. L'idée est très bonne, mais les films sont mal foutus, c'est mal fait, c'est pas ouf, quoi, honnêtement. Mais en effet, je crois qu'il a fait pratiquement tous les purges, en fait. Ok. Je crois. D'accord. Bah là, écoute, franchement, alors j'ai pas vu le purge, mais je vois le genre de film que c'est, et à quel point ça peut être on moyen. est un peu... Ouais, mais alors par contre, je pense qu'on est sur le même état d'esprit. Quand tu disais du côté un peu jouissif, tu peux l'avoir dans The Purge aussi, en fait. Ouais. On le retrouve un peu, du coup. Mais c'est qu'une petite partie à la fin. C'est vrai que la partie qui est un peu plus lente, ou la progression du film, et que je l'ai trouvé quand même pas mal. C'est plus une enquête. Ouais. C'est plus une enquête, du coup. On est entre l'enquête et le film d'horreur. On est un peu entre les deux. Donc c'est pas mal de découvrir des choses, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est pas un scénario de dingue, hein, mais c'est pas mal. Je propose qu'on passe au dernier film de notre liste. Alors le prochain, c'est moi qui vais l'annoncer, puisque je vais très peu parler. Ok. Et du coup, tu vas en parler toi. C'est The Visit, que je n'ai pas vu, mais Vianney va nous en parler. Alors, le film The Visit, qui est sorti en 2015, est réalisé par Michael Night Shyamalan, qui est connu pour plein de films qui sont plus ou moins bien. Oui, plus ou moins, oui. On va dire le sixième sens et Signe pour être gentil, et puis on va éviter la daube qu'il a sorti l'année dernière, et puis plein d'autres daubes. Donc effectivement, Greg l'a pas vu, moi je l'ai vu. Donc le pitch, c'est quoi ? C'est une mère qui envoie ses 2 enfants à la campagne pour voir leurs grands-parents, et donc la mère est fâchée avec ses grands-parents, mais elle décide quand même d'envoyer ses enfants pour qu'ils aient le droit quand même de voir leurs grands-parents pendant une semaine. Et il s'avère que les enfants ne connaissaient pas leurs grands-parents, et donc pendant une semaine ils vont découvrir leurs grands-parents, et ils vont aussi découvrir des faces un peu étranges et un peu bizarres de leurs grands-parents. Et il faut noter que c'est peut-être pas pour ça que Greg l'a pas vu, mais c'est un film qui est tourné en found footage, donc on suit les enfants qui ont
entre 10 et 15 ans et qui filment justement leurs vacances chez leurs grands-parents. Donc c'est tout ce qui peut ne pas plaire à Greg, c'est-à-dire la caméra qui bouge, des trucs qui sont pas spécialement intéressants à filmer. Mais malgré tout, c'est un film que j'ai vu, je crois que j'ai dû voir 2 fois. Une fois seul, puis l'autre, je l'ai montré à ma chérie. Et à chaque fois, j'ai ri. Et avec un... Moi aussi, quand je regarde les films de Shyamalan, je ris. Voilà, mais là, je pense que c'est fait exprès parce que après, en lisant les anecdotes, j'ai vu qu'il avait fait plusieurs versions du film, qu'il avait fait une version vraiment horreur et une version comédie. Et je pense qu'on se place entre les deux. Parce que en fait, les grands-parents, au fur et à mesure du film, ils font des trucs vraiment très très bizarres, quoi. Que si vos grands-parents ont fait ça, c'est que je pense qu'ils avaient un problème. Et donc, c'est des passages qui peuvent faire flipper un peu, mais qui sont aussi tellement absurdes, voire burlesques, que des fois on se prête à sourire. Je veux pas en dire trop sur le film, parce qu'il y a un twist final qui explique en fait la raison pour laquelle les grands-parents se comportent de cette façon. Et un Shyamalan et un twist final. C'est ça. Une grande histoire d'amour. Voilà. Donc, écoute, moi, ce film-là, je l'ai trouvé sympathique et même s'il est pas exempt de défauts, je trouve que le casting est plutôt pas mal. La réal, vous pouvez pas se casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouve que l'histoire se tient bien et il y a un côté humoristique sans que ce soit une comédie. Moi, je soupçonne Shyamalan depuis un certain temps de foirer ses films et de se dire, vas-y, je vais essayer de tourner ça un peu à la comédie pour rattraper le truc, quoi. Peut-être. Parce que les fanboys qui ont défendu Trap, son dernier film, c'est un peu ce qu'ils vendaient. D'accord. Non, mais c'est fait exprès, c'est pour rire et tout, alors que le film, c'est juste, il est raté, quoi. Ouais. Et du coup, je le soupçonne Shyamalan d'un peu tourner ça. Et à mon avis, quand il monte son film, il doit se rendre compte qu'il a pas vraiment fait ce qu'il voulait. Et il dit, bon, vas-y, on va tourner ça un petit peu de second degré pour essayer de vendre le truc, quoi. J'ai un gros doute là-dessus. Ok. Bah écoute, je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. La légende dit que il aurait fait plusieurs versions ou qu'il savait pas trop où aller. Et au bout du compte, ça se voit. mais bon, il y a des scènes, je trouve, qui sont mémorables, des scènes un peu de malaise, surtout des enfants vis-à-vis de leurs grands-parents. Et donc moi, ça reste un bon film que j'ai vu. Et je pense que t'aurais pas la même vision que moi, je pense, à la fin du visionnage du film. Alors, déjà, le phone footage, faut revenir juste dessus 2 secondes. J'aime pas ça parce qu'en fait, les gens n'inventent plus rien. C'est ça qui me dérange, en fait. Le principe en lui-même pourrait être bien, mais si les gens trouvaient de nouvelles idées. Vu que la plupart sont très feignants et reprennent les mêmes idées que les 50 films d'avant, c'est pour ça que j'aime pas ça. En fait, c'est une facilité maintenant, le phone footage, pour que les gens ne se bougent pas les fesses pour inventer de nouvelles choses. Et c'est ça qui me saoule, en fait, dans le phone footage. Après, tu m'as donné un exemple dans The Visit, des grands-parents qui jouent à une sorte de cache-cache. Là, déjà, c'est un peu plus original. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un peu plus original. Donc là, ça peut être sympa, du coup. Mais c'est ça, le phone footage. Il y a un moment, si vous voulez l'utiliser, oui, mais trouver de nouvelles idées, par contre, pour l'utiliser. Oui, c'est ça. C'est ça, le problème. Effectivement, le phone footage, c'est la méthode globale utilisée, et effectivement, si on ne prend que des recettes qui ont été usées, vues et revues, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai que Shyamalan, il y a certaines scènes, je trouve, où c'est plutôt bien foutu et ça met dans l'ambiance un peu. Donc, Et dernière chose sur le phone footage, faut aussi réfléchir par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que dans le projet Blair Witch, moi j'ai pas aimé le projet Blair Witch quand il est sorti, pour une raison, c'est qu'ils te vendent ça en te disant c'est des étudiants en cinéma. Et le gars, il sait pas faire un plan sans faire ça avec sa caméra. Donc déjà, il y a un truc qui est illogique par rapport à l'histoire. Donc il y a un moment où vous mettez des gens qui sont des gros amateurs et qui tremblotent quand ils filment, et là ça passe. Mais nous collez pas des journalistes ou des étudiants en cinéma pour faire des mecs qui sont pas capables de cadrer un truc, quoi. Le problème, il a aussi des fois, c'est faut qu'il y ait une logique entre le phone footage et l'écriture. Et il n'y a pas toujours la logique. Donc voilà, on arrive à la fin de la liste des films dont les boomers sont les héros. Les films dont les boomers sont les héros, mais voilà le titre. Ou les monstres. Mais voilà le titre de la vidéo. Ouais, c'est vrai. Ces films dont les boomers sont les héros. Ou pas. Tu mettras ou pas. Ou pas. Est-ce qu'on te fait un petit classement rapide? Si tu veux. Je l'ai. On commence par le pire. Ah, on peut commencer par le pire. Ouais, par le pire, c'est mieux, comme ça on finit par le meilleur. Donc tout je sais, c'est Deborah Logan. Deborah Logan, c'était une cata. Et j'ai commencé en plus par celui-là. Ensuite... Moi, je mettrais Relique. Ouais, Relique. On est d'accord. Ensuite, moi, je placerais The Visit, là. Je place The Visit ici.
Ok. Ensuite, en numéro 3, donc. J'ai hésité un petit peu, mais je vais mettre Abuela, moi, je pense. Abuela, d'accord, ok. Ça me va. J'hésitais avec Booba Otep. Ben, moi, je pensais à Booba Otep, mais ok. En fait, le seul truc qui sauve Booba Otep, c'est l'originalité, en fait. Après, au niveau du film en lui-même, les deux sont, je les cale à peu près au même niveau. Mais je trouve Booba Otep plus original. C'est juste l'originalité. Après. Mais alors, quelqu'un qui aimera pas Booba Otep, il va vite le descendre parce que c'est très spécial. Mais on va dire qu'il y a une plus ou moins ex-aequo là entre Booba Otep et Abuela. Ouais. Donc du coup, deux Booba Otep ou deux Abuela, Booba selon Otep ce qu'on ou fait. Abuela. Et le numéro 1, The Home. Ouais. The Home, qui est, je pense, le plus complet peut-être. Ouais, le plus complet parce qu'effectivement, on voit des boomers. Le rythme est pas obligatoirement lent, même s'il peut être lent, mais il y a une accélération et une montée progressive de la tension. Et les boomers participent aussi au film. Boomers sont humanisés, effectivement. Oui, c'est ça, ils sont humanisés. Souvent, dans les autres films, c'est juste, entre guillemets, l'objet effrayant, que là, ils sont ou effrayants ou pas effrayants, ils font partie du... Voilà, effectivement. Ils ont un intérêt un peu plus... Ils sont dotés d'une intelligence, c'est peut-être ça qui m'a surpris le plus. Ce qui est étonnant. Ouais. Pas d'un instinct qui consiste à aller faire les courses en même temps que toi. Ça me rappelle la vidéo de... C'est Groland qui a fait une vidéo sur les boomers qui synchronisent leur montre pour sortir en même temps que ceux qui vont travailler, etc. Et quoi d'autre? Et la référence à je trouve à Society qui est Society et puis la folie, le petit grain de folie qu'il y a dans le film qui est quand même sympa aussi, qui en fait un truc un peu moins classique du coup. Parce que c'est vrai que les Deborah Logan, même Abuela et tout ça, on est quand même sur un truc un peu plus classique. Sur un rythme un peu plus classique, et là c'est vrai que Guillaume est un peu plus... Voilà. En fait il est plus fun, et personnellement, s'il y a un truc qui me manque dans les films d'horreur maintenant, c'est le côté fun qu'on trouvait dans les films d'horreur des années 80. C'est vrai. Donc là, on le retrouve un petit peu, on a ce côté un peu plus fun que je trouve cool, donc c'est pour ça que moi je préfère Guillaume. Et il est mieux foutu qu'un Booba Otep. Booba Otep c'est sympa, mais je le trouve un peu moins bien foutu en fait. Guillaume est mieux foutu. Ouais, c'est vrai que les films d'horreur, rien que ceux sortis cette année, il y a un côté peut-être un peu plus original, mais il n'y a pas ce côté fun qu'il y a effectivement. Bah si, il y avait l'année dernière, il y avait Terrifier, sur le personnage. Alors, il est trop fun. Oui, il est trop fun, ouais. Voilà. Non, même ce Substance, parce que, oui, je l'ai un peu attaqué, entre guillemets, mais ce Substance était un peu plus fun aussi, justement parce qu'on repartait un peu sur des bases de films des années 80, 90, ouais, 80. Donc on retrouvait un peu ce côté un peu plus fun, un peu plus body horror et tout, qui était cool. Et là, dans The Home, je pense que c'est le mieux pour ça, en fait. Ok. J'espère que parmi ces films, vous irez en piocher un ou deux pour Halloween, parce que Halloween approche. Et sinon, avant le mot de la fin, peut-être faire un petit lien ici là sur notre playlist d'Halloween, auquel va se rajouter donc cette vidéo. Et ici, on va mettre les 100 films d'horreur dont on a parlé quand on a fait un live la dernière fois. Ouais. Qu'on avait fait sur une liste qui n'était pas de nous, je précise. Oui. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'aurait pas mis et d'autres choses qu'on aurait mis. On a un peu pris on avait pris une liste qui nous paraissait plutôt à peu près complète et on avait donné notre avis sur cette liste. Allez piocher dedans, likez la vidéo, ça nous fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Dites-nous en commentaire si on a loupé peut-être des films mieux que certains des films dont on a parlé, dans lesquels les personnes âgées, nos boomers adorés, sont présents et pourraient être intéressants. Puis sinon, Greg, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.